Yves Perry. On parle beaucoup du retour hypothétique de Pogba au haut niveau, mais personne ne parle de Kimpembe qui ne joue plus. Ses problèmes physiques perdurent et peut-on douter qu'ils reviennent aussi? Je pense que si Luis Enrique n'a quasiment pas utilisé Kimpembe, c'est pas par plaisir, c'est parce que il ne peut pas, tout simplement. Et effectivement, le parallèle avec Pogba, c'est que Pogba n'a pas eu la grave blessure qu'a eu Kimpembe, mais il a eu des blessures, et puis c'est surtout qu'il y a des années sans jouer, et on voit que Pogba, il signe à Monaco, et que direct derrière, on nous annonce qu'il va falloir 3 mois pour qu'il retrouve son niveau. Donc je trouve ça encore une fois extrêmement problématique comme recrutement, et je pense surtout que le rapport buzz médiatique, utilité sur le terrain, pour l'instant il n'y est pas, et qu'il n'y a aucune garantie qu'il ne le soit jamais. Et je pense que pour Kimpembe, avec le PSG, pour service rendu, et puis par attachement du joueur au club, je pense qu'il ira au bout de son contrat. Espérons que sa santé soit mieux et qu'il puisse peut-être intégrer un peu plus les matchs et peut-être profiter des rotations que Luis Enrique va obligatoirement imposer en début de saison prochaine. Nicolas Grangeot. Tu critiques souvent les réseaux sociaux à juste titre en disant entre autres que ce n'est pas la vraie vie, et pourtant malgré ça tu y participes à ta manière et tu as l'air d'y porter beaucoup d'attention. C'est assez paradoxal comme attitude, non? Oui, c'est paradoxal, oui, c'est vrai que les réseaux sociaux c'est comme une mauvaise drogue, ça te ronge de l'intérieur, mais quelque part tu peux pas t'en passer. C'est vrai que j'ai été avec Canal, ma popularité sur X a dépassé toutes mes prévisions les plus folles, puisque encore aujourd'hui j'ai près de 2,5 millions d'abonnés. Quelque part aujourd'hui, c'est par les réseaux sociaux que, déjà avec ma chaîne YouTube, mais c'est par les réseaux sociaux que je montre aux gens que je suis pas encore tout à fait cané. Et là, ça va beaucoup plus au-delà de mon cas perso, c'est que les réseaux aujourd'hui, tu as d'un côté le club des Free Palestine et côté Am Israel High. Tu vois qu'il n'y a aucun rapprochement possible entre les deux camps, et c'est extrêmement triste. Et puis tu as les gens d'extrême droite qui sont de plus en plus nombreux, qui se cachent de moins en moins. T'as ceux d'extrême gauche qui, eux, ne se sont jamais cachés. C'est vrai que c'est un petit peu pénible à vivre, et que parfois j'ai envie de décrocher, mais en même temps aujourd'hui, ne serait-ce que l'appel à questions, je veux dire, si j'étais jamais sur Twitter et que je faisais un appel à questions pour Face à Pierrot le dimanche, il y aurait peut-être probablement moins de gens qui viendraient me poser des questions. Donc je dirais que c'est un mal nécessaire. Alex Nissa du 06, mais oui, il est là, ne vous inquiétez pas. Question sur Strasbourg. Est-ce que le club compte cette saison sur les joueurs ayant été prêtés la saison dernière? Je pense notamment à So, Mwanga, Nzigula, Lukovic. So, il faut qu'il se remette de ses croisés, donc je peux pas compter sur lui avant l'hiver prochain. Mwanga, lui, a fait un excellent prêt au Havre. Il semblerait qu'il intéresse Brest. Moi, je pense que c'est un joueur qui pourrait mériter d'avoir sa chance, même s'il y a beaucoup de milieux qui ont été recrutés par le Racing. Nzigula, pareil, c'est un joueur extrêmement impétueux, parce qu'il prend beaucoup trop de cartons, mais enfin, il a aussi un bon niveau, donc il faudra voir. Lukovic, je pense que ça ne suffit pas, que c'est pas au niveau, donc je pense que on peut pas faire un blow avec ces joueurs-là. Je pense que c'est du cas par cas. Mais effectivement, oui, les 4 pourraient être prêtés. Enfin, So ne pourra être prêté que lorsqu'il sera en état de jouer, et c'est loin d'être tout de suite. Alex Nissa du 06. On est à moins d'un mois de la reprise de la Ligue 1 et Monaco n'a toujours pas recruté de nouveaux gardiens titulaires. Est-ce qu'il faut s'inquiéter ou les Manégas prennent le temps de ne pas se tromper sur ce poste cette fois après les échecs Lecomte, Nubel, Keun? Je pense que ils ont espéré longtemps faire le gardien du Torino. Ils ont espéré faire Petrovic, ils ont contacté Ter Stegen, je sais pas où ça en est, parce que si Monaco faisait Ter Stegen, ce serait quand même une super recrue. Ce qui est évident, c'est que Monaco ne peut pas continuer avec des gardiens du niveau qu'il avait l'année dernière. Donc effectivement,
C'est un peu long, mais effectivement, ils prennent leur temps, sachant que le marché des gardiens est un petit peu toujours différent du marché des joueurs de champ. Alex Penon. Arnaud Kalimuendo serait convoité par Tottenham et Villarreal. Je ne sais pas trop quoi penser de cet attaquant qui a 23 ans, sort de belles saisons en termes de stats avec 15 et 18 buts en Ligue 1. Alors selon toi, belle promesse ou simple bon attaquant de notre championnat? Oui, je suis un peu comme toi, je sais pas trop quoi penser de Kalimuendo. Il y a des matchs où je le trouve franchement très moyen, pour pas dire insuffisant. Et puis effectivement, il y a les stats, et les stats pour un attaquant, c'est important. Et le fait qu'il ait marqué autant de buts prouve aussi sa valeur. Donc effectivement, Tottenham ou Villarreal, je pense que pour lui, ça pourrait être effectivement des choix intéressants. Alex Penon. L'Atlético Madrid a acheté 50% des droits de Thiago Almada, qui rajoute donc le club espagnol pour 21 millions. En quoi consiste ce principe de ne posséder qu'une partie des droits du joueur, et n'est-ce pas honteux humainement, le joueur ayant confié ne plus savoir à qui s'adresser? C'est une pratique qui est interdite en France déjà, la copropriété sur les joueurs. Elle est très 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 répandue au Portugal, elle est répandue aussi en Espagne et dans les pays d'Amérique du Sud. C'est un procédé un peu choquant, mais qui permet aussi aux joueurs de signer dans un très bon club. 50% des droits, 21 millions, c'est beau quand même. Mika Mattei. Je suis tombé récemment sur un clash très sympathique et marrant entre toi et Antonetti concernant le jeu produit par Rennes à l'époque où il entraînait là-bas. Quelle était ta relation avec ce personnage atypique? C'est vrai que ça a commencé par ce clash. Il m'avait d'ailleurs, à la suite de ce clash, invité à aller voir un entraînement à Rennes, ce que j'étais venu faire avec des caméras. Et puis derrière, il est devenu consultant au CFC, et ça a été un coup de foudre, parce que j'ai découvert quelque chose que j'ignorais, c'est-à-dire que j'étais un petit peu focalisé sur l'image d'Épinal qui était Fred, c'est-à-dire le mec qui gueulait sur son banc de touche et qui était extrêmement agressif, et j'ai découvert quelqu'un d'extrêmement fin sur le plan tactique, de travailleur, avec des conceptions de football de très haut niveau. Lorsqu'il a remplacé l'odieux Julien Stéphan à Strasbourg, j'étais enchanté, et d'ailleurs, lui, il a fini 9e sur les matchs qu'il a disputés. Et je regrette qu'il n'ait pas voulu continuer avec le Racing, parce que il sentait pas la politique de jeunes que voulait mettre en place Bluco. Maintenant, il est retourné à Bastia, où il a des hautes fonctions, et c'est quelqu'un avec qui j'avais fait une longue interview quand il était entraîneur à Metz. On avait parlé évidemment du décès de sa femme, et c'était une interview extrêmement émouvante, et c'est probablement une des interviews qui m'a le plus marqué dans ma carrière. En tout cas, j'adore Fred. Alex Penon. Osimhen rejoint Galatasaray pour 75 millions. Deux choses me surprennent: cette manne financière que semblent avoir depuis peu les clubs turcs qui attirent des grands noms, et que ce joueur n'ait pas trouvé mieux au vu de ses saisons à Naples. Qu'en penses-tu? Il me rajoute United met 80 millions sur Mbeumo. Il faut croire que le cas Osimhen inquiète un petit peu les grands clubs, parce que Paris a pu être intéressé à un moment donné, Chelsea a pu être intéressé, et puis les clubs n'ont pas donné suite. Donc je pense que si les clubs n'ont pas donné suite, c'est qu'il y a des raisons. Après, Osimhen se plaît beaucoup à Galatasaray. Effectivement, c'est un club qui a beaucoup d'argent. Je vois, je ne sais pas exactement où en sont les droits télé domestiques en Turquie. Il est évident que le stade du Galatasaray est plein à chaque match, donc je pense qu'il doit y avoir énormément de sponsors aussi. Donc de toute façon, s'ils ont offert 75 millions, c'est qu'ils peuvent les mettre. Ou alors, encore une fois, c'est une gestion déplorable. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des clubs turcs où des joueurs ne reçoivent jamais leur salaire, ou avec énormément de retard. C'est pas le cas à Galatasaray. Yvous, tu dis souvent que le petit ange parti trop tôt a beaucoup nu Mbappé. Qu'est-ce qui avait véritablement gêné les gens dans cette séquence? Le fait que les gens ont associé ça à un tweet anti-police? Oui, probablement, oui.
probablement, certainement même. Peut-être le fait aussi qu'ils prennent ouvertement la défense de Naël qui a, qu'on le veuille ou pas, perdu la vie parce qu'il a quand même fait un refus d'obtempérer. Alors bien évidemment, un refus d'obtempérer ne mérite pas la mort, mais un refus d'obtempérer, voilà, tu démarres au nez à la barbe de la police qui te dit que tu vas pas écraser, surtout à 16 ans avec une voiture extrêmement puissante, qui te dit que tu vas pas écraser et fait perdre la vie à 3-4 patients 100 ou 200 mètres plus loin. Je pense que surtout ce qui a gêné, c'est la prise de position de Mbappé et le fait qu'il n'ait pas pris position sur aucun des autres meurtres d'enfants, Thomas, Lola, qui a pu avoir par ailleurs. Voilà, c'est toujours pareil, c'est ce 2 poids 2 mesures qui a profondément choqué et déplu aux gens. Je pense aussi que sa prise de position anti-RN aux législatives, voilà, je veux dire, faut pas oublier que le RN, t'as 11 à 13 millions de gens qui votent pour eux. Sur ces 11 à 13 millions, il y en a forcément quelques millions qui aiment le foot, donc tu te coupes d'une partie de ton public. C'est regrettable et maladroit. Kiki Détown. Accordes-tu un intérêt au résultat des matchs amicaux? Penses-tu que c'est primordial d'enchaîner les victoires en préparation? Alors là, pour le coup, je te dirais qu'il n'y a vraiment pas de règle. Il y a des matchs amicaux qui veulent rien dire et des matchs amicaux qui veulent tout dire. Moi, je me souviens que ma saison dirigeant au Stade de Reims, dès le premier match amical contre un club belge à Soissons, j'avais dit, puisque j'étais le seul dirigeant présent au match, puisque tous les autres étaient en vacances, j'avais dit à Caillot au téléphone à la fin du match, bon, les buts, on n'en prendra pas beaucoup, mais alors, pour en marquer. Et c'est effectivement ce qui s'est passé toute la saison. Oui, les matchs amicaux peuvent t'aider à déceler les manques de ton équipe. Alors parfois, ces manques-là, tu ne peux que les constater. Parfois, tu peux aussi les corriger. Yvous, l'OM qui se sépare une fois de plus de la majorité de son effectif, dont Rongier, qui rappelle Aubameyang après s'en être séparé. À quel jeu joue Longoria? Pourquoi faut-il chaque saison faire de grands jeux, du turnover? Ce sont des opérations financières. Je suis d'accord. Il y a quelque chose d'incompréhensible dans la façon de diriger ce club. Alors effectivement, on peut dire que ça a marché puisque l'OM a fini deuxième. Mais est-ce que tu avais besoin de vendre Merlin, qui est quand même un jeune joueur prometteur et qui n'avait pas encore donné sa pleine mesure à Marseille? Est-ce que tu pouvais pas prolonger Rongier et accéder à ces demandes financières pour alors que tu vas vendre Bennacer? Est-ce que tu es obligé d'accumuler les joueurs comme ça? Voilà, est-ce que tu es obligé de vendre Brassier 4 mois après son arrivée au club? Est-ce que tu t'es obligé de vendre Wai 4 mois après son arrivée au club? C'est vrai que il y a un côté hystérique dans la gestion de Longoria. Voilà, faut voir. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je veux dire, ça fait depuis maintenant, ça va être la 4e saison où il fait un Scrabble avec son effectif. Jusqu'à présent, ça marche plutôt pas mal, même s'il faut pas oublier que la saison précédente, il n'était pas européen. Mais il y a un jour, ça va forcément coincer. Il y a forcément un jour où la mayonnaise ne va pas prendre avec tous les nouveaux joueurs. Même si je pense que Benassia, De Zerbi travaillent avec beaucoup d'intelligence, qu'ils ont fait quand même quelques très très bons coups. Je pense que Medina est un très bon coup. Je pense que le fait d'avoir conservé Rabiot, c'est un très bon coup. Il faut voir comment Aubameyang va s'intégrer là-dessus. Mais c'est vrai que j'ai du mal à comprendre qu'il y ait à chaque fois 8 départs et 8 arrivées toutes les saisons à Marseille. Alex Penon. Que penses-tu des déclarations des joueuses de l'équipe de France après leur élimination en quart, en particulier celle de Bacha et Perromagna, qui découpent les Allemandes avec en prime Bacha et son statut de cadre pour les pénaltys? Manque de lucidité et boulard total? Non. Alors je crois que Selma Bacha est revenue sur ses déclarations à chaud. Toujours se méfier des déclarations à chaud. T'es encore dans la déception, t'as absolument pas de recul sur ce qui vient de se passer et parfois tu dis des choses que tu ne penses pas vraiment et que tu regrettes. Boulard, non, je crois pas. Manque de lucidité, probablement. Cette élimination, elle vient beaucoup plus des insuffisances de l'équipe de France que du jeu défensif et très courageux des Allemandes.
encore une fois, quand tu es incapable de marquer un but à ce niveau-là, voilà, ça pose vraiment des problèmes. Fred Lichtel. Loïs Boisson qui gagne, bravo à elle. Durant toute la semaine, on a pu lire des articles avec des gros titres polémiques. Pourtant, pourquoi tant de haine contre cette jeune joueuse? C'est français ça, mon petit Fred. C'est français. Dès que t'as quelqu'un qui arrive en haut de l'affiche, alors tant qu'il est dans la phase ascendante, c'est-à-dire tant qu'elle était 8e, quart, demi, c'était la nouvelle merveille du sport français. Et puis dès qu'elle a atteint même pas son objectif, dès qu'elle a atteint ce fabuleux résultat, derrière, commencent les attaques. Effectivement, elle a été éliminée au premier tour des qualifs par une joueuse qui jouait d'ailleurs plutôt pas mal et qui avait un jeu beaucoup plus adapté qu'elle au gazon. Et puis là, elle arrive, effectivement, son premier tournoi officiel depuis Roland-Garros, puisque le tournoi où elle a été éliminée, le tournoi d'avant, était un tournoi de catégorie inférieure qui n'est pas comptabilisé dans les tournois WTA. Et là, elle gagne un tournoi avec des joueuses qui étaient de son niveau, puisqu'elle était tête de série numéro 7. Donc ça veut dire qu'il y avait 6 joueuses mieux classées qu'elle au départ de ce tournoi. C'est une joueuse qui est extrêmement perfectible, mais qui a aujourd'hui des très très grosses qualités, le service et surtout le coup droit, qui est vraiment une vraie arme. Mais voilà, elle découvre l'incompétence des gens qui suivent ou s'intéressent au sport en France. On monte les gens au plus haut, au sommet, et puis quand ça commence à coincer ou même pas, on commence à les tailler. Le meilleur exemple de tout ça, c'est Mbappé, qui était pratiquement comparé à Pelé quand il avait 18 ans et qui aujourd'hui, pour la moitié des Français, est la plus grosse merde de l'histoire du football mondial.